Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les dialogues de l'ENSA Nantes. Chaque mercredi, pendant 3 semaines, 2 intervenants et intervenantes débattent d'une question qui anime le milieu de l'architecture. Ce cycle, il s'articule en premier lieu autour d'un format, le dialogue. Par le dialogue, il s'agit d'entourer un sujet, d'identifier ses lignes de force et de saisir les controverses qu'il mobilise. La première rencontre s'est tenue il y a 2 semaines. Elle a réuni Léopold Lambert et Stéphanie Dadour et elle s'intitulait « Des histoires de bonnes femmes, normes, corps, féminisme ». La deuxième rencontre, Le vivant en architecture, infrastructure et agriculture, a réuni Mathieu Mercuriali et Augustin Rosenstiel la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour la 3e et dernière rencontre autour de la question de la fluidité dans l'espace habité avec Sophie Delay et Suzanne Eliasson. Sophie Delay, bonjour. Vous êtes architecte, fondatrice de l'agence Sophie Delay Architecte et maîtresse de conférences à l'école d'architecture de Versailles. Vous avez reçu de nombreux prix, de nombreuses distinctions. Vous êtes notamment lauréate en 2006 des albums des jeunes architectes et les logements que vous avez conçus en 2019 à Dijon ont reçu l'équerre d'argent catégorie Habitat. Vous développez de nombreux thèmes dont on va parler dans votre travail sur l'appropriation, sur le partage, sur le motif et on va y revenir. Suzanne Eliasson, bonjour. Vous êtes architecte, urbaniste, cofondatrice avec Anthony James de l'agence Grao et enseignante à l'Université des sciences appliquées de Düsseldorf. Vous êtes par ailleurs lauréate en 2014 des albums des jeunes urbanistes et vos travaux explorent les liens entre l'espace de l'habitation et l'aménagement de la ville. Grao est lauréat de FAIR 2017, donc lancé par le pavillon de l'Arsenal, avec une proposition autour de l'exploration de l'habitation des 2 pièces, dont vous nous parlerez aussi au cours de cette rencontre. Alors avant de commencer, j'aimerais m'arrêter sur 2 termes qu'on va probablement beaucoup utiliser ce soir, le terme d'habiter et le terme d'habitation. Alors habiter, bien sûr, c'est se loger, vivre et exister, mais c'est aussi, comme le rappelle l'architecte et théoricien Mathias Rollo dans son ouvrage Critique de l'habitabilité, habiter, c'est donc aussi construire l'espace familier dans l'étrangeté qui nous entoure. Et dans ce cadre, l'habitation, ça pourrait être abordé comme un processus actif de l'habitant ou de l'habitante au sein d'un lieu, processus actif mobilisant une action, une manière d'être, une énergie, voire une condition. Alors, quels sont les leviers pour penser et concevoir des habitations en fonction des modes de vie qui évoluent, de notre rapport à l'environnement qui change, du modèle de la famille nucléaire qui vacille? Quels dispositifs domestiques mettre en place pour engager l'appropriation habitante? Comment désassigner l'espace habité? On va tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres ce soir. Et aussi, chers auditeurs et chères auditrices, n'hésitez pas au cours de l'échange à poser vos questions en commentaire sur la page Facebook ou dans le fil de discussion sur Zoom. Je les poserai aux intervenantes à la fin de la rencontre. J'ai demandé à Suzanne Eliasson et à Sophie Delay de commencer cet échange avec un temps que j'ai appelé « la matière que j'apporte », qui permet à nos 2 invités, dans un temps assez court, de présenter la matière avec laquelle elles arrivent dans le débat. Sophie Delay, je vous propose de commencer et donc la parole est à vous. Bonjour Léa et merci. Je partage l'écran. Est-ce que vous le voyez? C'est bon pour tout le monde? Pas encore. Oui, c'est bon. Ok. Moi, j'ai décidé de vous parler d'un projet qui illustre une grande partie des thématiques qu'on développe et qui, à l'agence, et qui sont un peu transversales sur chacun des projets. Parce que ce projet, en fait, il tisse des relations très étroites entre la question de l'insertion urbaine, la question de la grande échelle et la question de l'habitabilité et de la petite échelle, de la question de l'intimité. Ici, vous avez la situation du projet. Donc, vous voyez, l'immeuble est situé à Dijon, entre un quartier existant au sud des maisons pavillonnaires et au nord des grands collectifs qui font partie d'un projet urbain futur. Donc, nous, on est vraiment à la frontière, finalement, entre ces petites et grandes échelles. Donc, c'est déjà une question qui est en attente, on va dire, dans la question urbaine. On a eu la chance, donc c'est un projet de 40 logements pour un bailleur social, et on a eu la chance d'avoir un
un client qui nous demande de proposer une méthode de travail. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que si on utilise toujours les mêmes outils, les mêmes clés d'entrée pour réfléchir aux choses et pour fabriquer les projets, on produit toujours les mêmes objets, en fait. C'est-à-dire que si on réfléchit toujours au logement de la même manière, on crée toujours les mêmes typologies de logement. Donc, changer la méthode, c'est aussi changer finalement le projet. Et donc, on a proposé de travailler sur une unité de travail qui est différente de celle qu'on utilise d'habitude. C'est-à-dire, on n'a pas travaillé à l'échelle du logement, mais à l'échelle de la pièce. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet de 40 logements, mais un projet de 240 pièces. Les pièces, elles sont de taille identique, carrées, de 3,60 m de côté, pour une surface de 13 mètres carrés. Donc finalement, vous avez ici la conversion finalement du programme du maître d'ouvrage en pièces. On a mis en pièces le programme, ce qui nous permet en fait de décliner une nouvelle grammaire pour réfléchir au logement, avec des pièces non assignées, carrées. Non assignées, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune destination prédéfinie, aucun programme prédéfini, ce sont des belles pièces carrées. Une des pièces est en situation extérieure, soit une terrasse, soit une loggia. Et on a quand même 2 pièces un peu techniques, évidemment, qui sont des demi-pièces que vous voyez ici en partie haute, que sont les salles de bain et les cuisines. On a mené, en termes de méthode, on a mené un travail sur la pièce, des workshops sur la pièce intime et des workshops sur la pièce urbaine. Finalement, c'était une méthode aussi qui nous permettait de ne jamais parler du logement, et parler de l'intimité, de parler du partage, et de se dire que c'était probablement les 2 grandes qualités qui pouvaient déterminer la qualité du logement, finalement, cette intimité. Donc ici, vous voyez l'espèce de protocole qu'on s'est donné pour travailler sur le projet, avec l'unité qui est cette pièce carrée, et puis les déclinaisons par typologie du T1, T2, T3, T4, T5, avec à chaque fois les 2 demi-pièces que sont les cuisines et salles de bain, et puis une chambre, ou 2 chambres, ou 3 chambres, ou 4 chambres, ça c'est pour faire la conversion, on va dire, et puis 2 pièces qui sont considérées pour être l'équivalent du séjour, et toujours une pièce extérieure. Donc, on a une pyramide comme ça des typologies qui forment, on va dire, un plan type que vous voyez ici. Je pense que je dois l'avoir en plus grand juste après. Voilà. Dans lequel vous avez ces pièces désassignées. Donc, même dans les plans qui ont été donnés aux habitants, en fait, il n'y a pas de nom de pièce. C'est pièce 1, pièce 2, pièce 3, pièce 4. Petite salle de bain et sanitaire. Et puis ici, l'entrée dans la pièce centrale et la cuisine. Ce que vous voyez, c'est que ces pièces, elles sont de taille identique, 13 mètres carrés, mais elles sont toutes dans des conditions et des situations différentes. Certaines regardent au nord, d'autres au sud. Certaines ont des accès directs à un espace extérieur. Certaines sont côte à côte, certaines sont séparées, etc. Et la pièce centrale, elle dessert les autres pièces et elle est aussi en connexion directe avec l'espace extérieur. Donc, ce principe permet de développer un plan d'une grande fluidité. Chaque pièce est mise en relation avec l'autre grâce à des grands coulissants en bois qui permettent, donc là c'est la même photo, et puis vous pouvez tout fermer à moitié d'un côté, à moitié de l'autre, ou tout ouvrir. La pièce extérieure, donc ici dans le cas d'une loggia, donc elle a 2 accès à la pièce adjacente, à la pièce centrale, et elle permet d'éclairer et de ventiler naturellement les cuisines. Ce que ça veut dire, c'est que cette pièce-ci, elle a une situation qui est singulière aussi, c'est-à-dire que les pièces sont de taille identique, mais elles sont toutes particulières. Ça, c'est les loggias. Ici, vous avez les terrasses. Donc, vous avez, petit à petit, je sors, je pars du plus petit pour vous emmener un plus grand. Donc, le principe, avec ces grands coulissants en bois qu'on peut ouvrir et fermer, c'est que les habitants, finalement, n'ont pas de travaux à faire et installent leur mobilier. Et c'est comme ça qu'ils choisissent les fonctions de chacune des pièces. Finalement, nous, on a proposé un peu trois hypothèses en se disant, si c'est famille traditionnelle, les 2 chambres peuvent être disposées ici et là, ce qui permet de dégager un séjour, salle à manger, loggia qui est traversant. Si on est disposé en diagonale, c'est super parce qu'on a le séjour salle à manger, loggia avec une vue diagonale, ce qui est la plus belle en fait, qui est la plus généreuse en termes de longueur dans le logement, la plus spatiale.
Ou alors, la plus traditionnelle, on a les chambres d'un côté et puis le séjour salle à manger loggia qui sont plutôt groupés autour de l'espace extérieur. Ça, c'est si on fait la conversion des idées qu'on se ferait d'une famille traditionnelle avec papa, maman et les deux et un enfant. Sauf que ça se passe souvent comme ça. Je suis désolée, ça rame un petit peu. Voilà. Juste 3 photos, donc des 3 configurations de séjour, hein, traversant comme ça ou en diagonale ou groupées autour de la loggia. Alors en fait, même si on prend la situation d'une famille traditionnelle qui se serait installée de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec les 2 chambres d'un côté, le séjour, etc., on se rend compte qu'au cours d'une même journée ou au cours d'une même semaine ou au cours d'une même année, suivant que ce soit le week-end, les vacances, la semaine, le matin, le soir, le midi, ben en fait, le séjour, c'est le séjour, les séjours. Tout ça mute en fait de manière assez vivante dans le logement, puisque si on ouvre toutes les portes coulissantes, je ne sais pas, c'est un dimanche midi, c'est grand repas familial avec les amis, etc. Toutes les portes peuvent être ouvertes. En revanche, à un autre moment, il y en a un qui peut regarder un film à la télé, l'autre qui peut finir son repas, lui qui lit dans son lit, et puis l'autre qui fait son devoir dans sa chambre. Et chacune des pièces est une petite pièce autonome. C'est 4h30, les enfants, en fait, ils goûtent et ils jouent dans leur chambre, donc c'est leur séjour, alors qu'au départ, on avait dit que le séjour, c'était ça. Puis les parents, le soir, voilà, ils peuvent avoir leur séjour, alors que les enfants sont dans le petit séjour qui est ici. Voilà. Et même le séjour peut être un double séjour, finalement, entre les 2 pièces. Mais on peut aussi habiter, un type 3, c'est 3 personnes. Traditionnellement, c'était un couple et un enfant, mais finalement, on peut être 3 personnes avec chacun sa chambre et faire un co-living ou un coworking, puisqu'on peut travailler aussi. Les chambres sont suffisamment grandes pour pouvoir accueillir des bureaux. Et enfin, petite subtilité, il y a des pièces qui sont connectables et déconnectables du logement, puisqu'il y a certains logements qui ont un accès direct sur la loggia, qui permet d'avoir 2 entrées au logement et de pouvoir accueillir un client, par exemple, dans un petit bureau qui serait ici la journée, et le soir de réouvrir les portes pour bénéficier de cette spatialité dans le logement. Donc tout ça, je vous le raconte rapidement, mais c'est dans une grande structure poteau dalles de 3,60 de côté, sont installées toutes les typologies. Petite subtilité sur la fluidité du plan pour éviter que toutes les pièces comprennent l'ensemble des contraintes liées au séjour et aux chambres. C'est-à-dire qu'il y a autant de prises dans chaque pièce que dans un séjour. On peut faire le noir la nuit dans chacune des pièces et on a des rangements dans chacune des chambres, dans chacune des pièces. Donc là, les rangements, en fait, quand on les met traditionnellement en fond de pièce, on se retrouve avec une séparation entre la pièce centrale et la pièce latérale trop épaisse, de 60 cm d'épaisseur. Donc, on a décidé de prendre ces rangements et de les flanquer en façade et finalement de faire des fenêtres épaisses qui sont des petits mondes, des espaces intimes, super intimes, des cachettes finalement, où on range, c'est un rangement, une lampe et une alcôve. Bon, vous verrez qu'en fait, la façade, c'est celle-là qu'on a dessinée. Finalement, la façade extérieure est résultante de ces décisions. Et on a 2 types de fenêtres. On a une fenêtre côté jardin qui est celle côté jardin qui est une fenêtre banc, et côté ville, on n'a pas le banc. Et les rangements s'ouvrent latéralement, de telle manière à dégager du cloisonnement côté pièce et pouvoir avoir du mobilier qui vient se bloquer là. Et l'occultation nocturne se fait par un rideau ici qui fait qu'on peut vraiment s'enfermer tout seul dans sa cachette, mais en ville. C'est une condition d'intimité et de rapprochement entre la petite et la grande échelle qui, moi, m'intéresse et dont on reviendra peut-être plus tard parce qu'il faut que je fasse court, mais qui est lié à ce petit schéma magnifique de Riken Yamamoto qui fait une espèce de renversement comme un gant du rapport entre le privé, le commun et le public, où le commun n'est plus entre le privé et le public, mais le commun est à l'arrière. C'est-à-dire qu'on a une relation directe entre l'intime et le public, et le commun est au centre de ce petit schéma. Et ça, c'est quelque chose que je pense très contemporain dans les rapports qu'on a aujourd'hui dans la société. Voilà, donc tout ça s'aménage dans un grand gradin qui est lié justement à cette condition urbaine de passage de petite à grande échelle qu'on voit ici. Donc, il y a toutes les terrasses sur le toit et les loggias en partie basse, avec cette relation avec les maisons voisines. Et puis ici, on voit que ça va être un grand chantier, mais il n'y avait pas encore les grands collectifs, mais la partie haute.
Voilà. Et dans la même enveloppe, ça nous a permis de proposer à la fois des logements comme des maisons individuelles où on rentre directement par l'extérieur, des petits escaliers qui donnent accès à 2 portes pour 2 logements, avec chacun leur terrasse, une cage d'escalier pour 6 logements à R+2, et puis une grande cage d'escalier collectif à l'angle pour la partie la plus haute à R+5. Donc finalement, ça nous permet d'habiter de plein de manières différentes dans une seule et une même unique enveloppe. Là, je termine là-dessus, juste en angle. On a réservé, je ne vous ai pas montré, mais dans les 240 pièces, on avait réservé 10 pièces pour constituer un espace partagé pour les habitants, dont le lieu a été co-décidé. Et on a décidé de le mettre comme ça en angle, ouvert sur le futur quartier et perché dans la cimesse des arbres, dans la futaie des arbres, pardon. Donc avec un espace en double hauteur équipé d'une salle commune, équipé d'une cuisine, un petit sanitaire et une grande loggia en double hauteur. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle matière au débat que vous apportez et pour ce projet qui donne très envie d'habiter. Suzanne, peut-être que je vous laisse rebondir en présentant votre intervention et puis ce qui nous donnera matière après à échange. Très bien. Bonjour et merci pour l'invitation et merci Sophie pour la présentation. J'espère faire une présentation peut-être un peu complémentaire à ce qu'a présenté Sophie, en tout cas une autre échelle peut-être par rapport au logement. Je suis associée d'une agence qui s'appelle Grau et qui travaille, on intervient, disons, pas mal dans l'espace entre l'architecture et l'urbanisme. On travaille beaucoup sur le logement à toutes les échelles et ce qui nous a... notre intérêt pour le logement, je dirais qu'il vient aussi de notre intérêt pour la ville. La ville qui est un peu, depuis le début de l'urbanisation, qui est le lieu où on vit ensemble. Alors après, pour différentes raisons, pas toujours parce qu'on a envie d'habiter ensemble, mais on se regroupe pour de multiples raisons, par opportunité, par sécurité, par opportunité de travail, etc. Et on se retrouve à habiter ensemble. Et habiter ensemble dans un certain environnement, ça nécessite une organisation collective et qui prend toujours une forme physique. On peut parler de la ville dense, on peut parler de la périphérie, du petit cœur de village, etc. Et notre travail porte, je dirais, surtout sur le logement, parce que pour nous, le logement, c'est une façon de parler de la ville au sens large. C'est le reflet de la ville à partir de l'intimité. Même à l'intérieur du logement, on est lié, pour nous en tout cas, à toutes les conditions urbaines. Et donc, c'est vraiment le lieu qui cristallise un peu toutes les problématiques qui se posent à nous aujourd'hui. Je pense que c'est aussi une fonction qui est d'autant plus centrale aujourd'hui, au fur et à mesure qu'évoluent aussi nos modes de vie contemporains, qu'on a un mélange de plus en plus important entre vie et travail, entre le privé, le public, etc. Et donc, ça redevient aussi un programme central dans notre capacité à projeter quel type d'environnement on a envie d'avoir ensemble demain. Donc, on travaille sur cette question du logement beaucoup à l'échelle urbaine, et toujours dans l'objectif de chercher à clarifier aussi, à valoriser les relations entre le logement en tant qu'espace intime de vie, en tant qu'espace où on se retrouve, l'espace le plus intime qui existe pour nous, et puis le paysage et le territoire urbain. Et toujours dans cette double échelle, en partant de l'intérieur du logement et en se projetant vers l'extérieur. Là, ici, on voit quelques extraits de références avec lesquels on travaille, et quand on se projette à l'échelle urbaine, on essaye toujours d'être, même si on travaille avec des typologies, donc on essaye toujours de réfléchir par rapport à l'intérieur du logement et se projeter sur l'extérieur. Il y a cette citation d'un paysagiste britannique du XXe siècle qui a été très actif,
qui a un peu fondé même l'école de Landscape Urbanism, que moi j'aime beaucoup pour parler de la ville. Et dans cette citation, alors, elle est en anglais, mais il explique en fait comment c'est nécessaire pour n'importe quel système. Alors, on peut parler d'une cellule, d'un tissu, d'un organisme, d'un individu, d'une famille, d'une institution, que tout système comme ça doit pouvoir trouver l'environnement le plus apte pour ensuite adapter cet environnement et s'adapter aussi soi-même. Et que l'environnement et le système doivent en quelque sorte matcher, quoi. Et je trouve que c'est une citation qui est très intéressante pour parler de la ville, parce qu'on peut parler du système comme étant l'organisation sociale que l'on souhaite avoir entre nous dans le monde que l'on bâtit. Et l'environnement, c'est la réalité physique. Qui est construite, qui existe, en l'occurrence un espace urbain ou un logement, un appartement. Et cette question de la relation entre l'organisation sociale que l'on souhaite avoir entre plusieurs êtres et la réalité physique, ce ne sont pas deux choses qui sont déconnectées, c'est quelque chose qui est complètement interdépendant et la relation, elle est mutuelle et l'un influe sur l'autre. Et ça, c'est un point qui est pour nous très important dans notre manière de réfléchir et de penser les espaces et les structures physiques qu'on est amené à proposer. La question que l'on se pose au quotidien et à travers le logement beaucoup, c'est quelles sont les structures physiques minimales qu'on doit mettre en place pour permettre à des personnes de vivre ensemble bien et de réussir l'organisation sociale que l'on souhaite avoir ensemble. Et c'est une question, bien sûr, qui est aussi une question d'équilibre entre ce que le public peut offrir comme structure commune et ce que les gens font après avec ces structures individuellement. Quel type d'appropriation, quel type de liberté est-ce que l'on laisse dans tout ça? On a toujours aussi, depuis le début qu'on a créé l'agence, travaillé sur des projets de renouvellement urbain, de quartiers d'après-guerre, de ce qu'on appelle communément, c'est les grands ensembles, mais différentes opérations construites entre les années 50 et 70. Il y a juste 4 extraits de quartiers sur lesquels on a travaillé. C'est des quartiers qui sont souvent très critiqués, mais desquels nous, on apprend énormément. Ce qui est intéressant quand on travaille sur ce type d'espace, c'est qu'on s'aperçoit, en tout cas sur tous les projets sur lesquels on a travaillé, on peut les critiquer, on peut constater qu'ils ont échoué sur certaines problématiques, mais quand on regarde vraiment, quand on revient aussi dans le temps et qu'on fait l'effort de regarder les idées de départ qui étaient dans ces quartiers, on s'aperçoit qu'ils étaient… Alors, bien sûr, c'était un saut déjà qualitatif en termes de logement. On est venu, on a offert des logements qui étaient confortables, avec des cuisines, des salles de bain. Enfin, c'était un saut quand même qualitatif énorme pour les gens qui emménageaient, mais il y avait aussi une volonté, en tout cas dans tous les projets que nous avons travaillé, une volonté de travailler le logement en lien avec un quartier, avec un territoire. C'était des projets où il y avait une cohérence urbaine assez forte, qui ont échoué dans le temps parce que certains n'ont pas été au bout des ambitions qui avaient été posées, et puis après pour tout un tas de raisons. Mais il y a toujours eu cette ambition de produire un environnement cohérent et de faire quand même un lien entre je dirais, l'échelle du logement et l'échelle du quartier et du grand territoire. Et je pense que pour nous, c'est très intéressant comme regard à avoir, parce que aujourd'hui, dans les nouveaux quartiers qu'on produit, on a une forme de déconnexion un peu, en tout cas selon nous, assez forte entre ce qu'est la réflexion sur le logement, communément la cellule, quoi, qui est extrêmement générique dans la manière dont elle est pensée, et puis les formes urbaines qu'on pose comme ça, on travaille toujours en plan masse aujourd'hui. Moi, je déteste les plans masse, je trouve que c'est affreux comme moyen de travail. C'est difficile parce qu'on opère cette espèce de déconnexion. Et pour nous, la typologie, le logement à l'intérieur ne peut pas être déconnecté, a une incidence très forte sur les formes que l'on produit, et du coup sur l'espace que l'on produit et l'organisation sociale que l'on produit en ville, quoi. Donc c'est ce double regard, je dirais, entre
entre la forme collective que produit l'accumulation aussi de logements, d'unités de vie, et le mode de vie plus individuel que l'on pratique chacun à notre propre façon. Ce double regard, c'est un peu c'est le regard que l'on porte sur tous les quartiers que l'on travaille, y compris quand on travaille aussi sur des quartiers, et on le fait pas mal sur des quartiers résidentiels, plutôt monofonctionnels, résidentiels, beaucoup moins denses, comme on peut voir ici. Ça, c'est un extrait d'un quartier qui s'appelle Codéron à Bordeaux, qui est un quartier plutôt résidentiel. On a toujours ce double regard, et on se pose toujours la question de la relation qu'on est en capacité de construire entre l'intérieur et l'extérieur. Et je dirais aussi quel seuil on peut envisager entre l'intérieur, l'intime et l'extérieur, et jusqu'à quel point on peut se rapprocher les uns des autres. Parce que ça, c'est une problématique qui je pense, en tout cas pour nous, est très importante. C'est il y a la volonté et l'enjeu dans le logement de concevoir des lieux, des qualités de vie individuelles pour les gens. Et en même temps, il y a un enjeu pour nous qui est fondamental dans cette idée d'habiter et de vivre ensemble, et de l'organisation sociale qu'on peut rechercher, c'est d'arriver à se rapprocher aussi les uns des autres. Et donc, comment est-ce qu'on gère ces transitions, et quel seuil est-ce qu'on met en place pour pouvoir permettre la vie en collectivité tout en assurant les qualités individuelles? Ça, c'est une question qui nous obsède assez fortement. Donc, je vais juste conclure par quelques images qui peut-être peut illustrer un peu ce propos. C'est un exemple d'un projet que l'on fait actuellement pour un bailleur social qui s'appelle Aquitanis, au nord de Bordeaux. C'est dans une petite ville qui s'appelle Parent-Puire, donc un quartier plutôt rural, et dans lequel toutes les opérations qui se sont construites ces dernières années sont des sortes de lotissements, en mode étalement du territoire. Et on travaille sur une parcelle que l'on voit ici au centre de l'image, qui est une parcelle très, très étroite, et dans lequel on vient créer 22 logements sociaux, individuels et collectifs dans un seul bâtiment horizontal, avec différents logements. Donc, il y a du T2 collectif au T5 individuel. Et tous les logements viennent s'ouvrir comme ça sur une promenade collective verte que l'on voit ici dans la perspective. Et tout ça est rendu possible par le fait qu'on implante le stationnement, on le limite à l'entrée de la parcelle, on crée un espace un peu commun. Et puis, on a cette grande promenade collective qui va être très plantée. Et chaque logement, du coup, du T2 au T5 se retrouve avec à l'arrière un patio qui est très privé, qui est une sorte de pièce extérieure en prolongement du salon. Et puis de l'autre côté, un seuil jardiné qui participe à la promenade paysagère, et qui vient aussi apporter de la fraîcheur à l'intérieur du logement. Et tout le challenge pour nous, il réside dans le dimensionnement et le dessin de ce seuil, pour qu'il soit à la fois un filtre qui préserve l'intimité pour les habitants, mais aussi un lieu de sociabilisation possible, très, très délicatement, juste avec un voisin. Et puis en même temps, c'est vraiment une partie d'un environnement collectif plus large, qui est la promenade verte, et qui a un impact, je pense, au-delà même de la parcelle et des 22 logements. Donc ici, tout l'effort est mis dans ce seuil, et dans ce qui pour nous constitue là un peu l'infrastructure minimale pour pouvoir assumer qu'on habite plus proche, effectivement un peu plus dense, mais en même temps qu'on est bien chez soi. Et je pense que pour nous, cette question de l'idée d'habiter ensemble et de comment on peut travailler le logement pour qu'on accepte de vivre bien ensemble, c'est une des questions principales que l'on se pose aujourd'hui. Ça, c'est juste une photo du bureau de mon fils à la maison pendant le confinement l'année dernière, qu'on a tous vécu. Nous, on a passé 2 mois à Paris dans un appartement un 3 pièces parisien, une dimension parisienne, etc. C'était super dur, à la maison avec des enfants, mais
on était bien chez nous, on avait un chez nous qui était, voilà, c'est vraiment un luxe de se sentir bien chez soi quand même dans ce contexte-là. On parle beaucoup aujourd'hui de la question de ville en crise, de la volonté des gens maintenant, avec aussi la pandémie, de quitter la ville, d'aller dans des espaces plus aérés, etc. Bien que ça a été dur, je pense, le confinement, nous, on est sortis de là en étant un peu absolument convaincus que la vie ensemble, en ville, les uns avec les autres, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour affronter un peu tous les challenges qu'on a déjà et qu'on va avoir demain. Donc, cette question de comment est-ce qu'on conçoit le logement dans son intimité, mais dans son rapport à l'extérieur, dans les différents seuils qu'on peut mettre en place pour permettre aux gens de vivre bien ensemble, c'est, je pense, une question fondamentale qu'on affronte aujourd'hui. Merci beaucoup, Suzanne. Merci pour votre présentation. Et d'ailleurs, je souriais quand vous avez évoqué la question du plan masque pour le projet urbain. Il y avait un bel article, je crois que c'était Françoise Romono dans Criticat qui expliquait combien on ne fait pas les mêmes projets urbains si on mobilise le plan ou la coupe et l'impact que ça a. Vous avez partiellement toutes les deux répondu à cette question dans vos présentations, mais il me semble malgré tout important d'y apporter quelques précisions. Vous êtes architecte, Sophie Delay, vous êtes architecte et urbaniste, Suzanne Eliasson. Pourquoi vous êtes-vous intéressée spécifiquement au logement? Alors, j'entendais Sophie Delay dans un entretien que vous avez donné, une conférence à Strasbourg, que ça concerne 98% de votre travail. À Suzanne, ce n'est pas exactement ça, mais en tout cas, par exemple, quand vous proposez pour le concours faire un sujet, c'est la question de l'habitation. Voilà, qu'est-ce qui vous interpelle spécifiquement dans le projet d'habitation? Sophie Delay, je vous en prie. Deux choses. D'abord, je pense que c'est un sujet qui est laborieux, compliqué, normé, etc., mais en même temps qui est quand même le plus beau, le plus essentiel presque, la question de l'habitat. Sans habitat, pas de ville. Donc, on sait qu'on travaille vraiment sur la substantifique moelle, la qualité de la ville à partir vraiment de choses qui sont à la fois très quotidiennes, très simples. Voilà, c'est un travail de modestie, mais en même temps, et de modestie et c'est une espèce de combat, c'est 1000 petits feux éclairés en fait pour avancer. Je pense travailler sur le logement. Après, moi j'avoue que je pense que je suis architecte parce que dans mon métier d'architecte, ce qui m'interroge le plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est la question de la manière dont on peut intervenir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire les choses pour un temps si long, en touchant le quotidien de chacun, etc. Donc, c'est une part de responsabilité qui est assez énorme, mais qui est, je trouve, une vraie question intéressante. C'est l'intérêt que j'ai pour l'architecture, et je pense que l'habitat est probablement le programme qui pose de manière la plus frontale cette question. Comment peut-on se permettre de prédestiner la vie quotidienne de chacun? Donc, tout le travail que j'essaye de mener, c'est justement voilà, comment faire, comment ne pas faire, où s'arrêter. Chaque projet essaye un peu d'apporter sa pierre à l'édifice sur cette question. Voilà. Et puis après, je partage totalement avec Suzanne la question de la dimension qu'est-ce que c'est qu'habiter ensemble? Pourquoi est-ce qu'on habiterait tous les uns sur les autres? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça donnerait comme qualité supplémentaire en fait à l'habitat? Donc voilà. Donc moi c'est l'intérêt vraiment sur la question de l'intimité qui fabrique la ville, la qualité de la ville en fait. Je pense que. Merci beaucoup, Suzanne. Oui, je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses, Sophie, que je partage aussi. Non, je pense qu'avoir un peu expliqué à travers la présentation. Après, ça ne s'explique pas non plus complètement. C'est une forme une forme d'attirance pour ça, parce que
Enfin, on a beau voir à genoux dans notre travail, on voit défiler des T3 de 59 mètres carrés qui sont tous les mêmes et mine de rien, personne n'habite exactement pareil dedans, même dans les logements mal fichus, quoi. Donc, il y a une forme de... Ça parle à tout le monde, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et je pense que c'est un peu la brique essentielle de la ville. Et, fait le lien entre l'intime et la ville, quoi. Pour nous, c'est la matière de travail fondamentale. Moi, j'ai jamais eu envie de dessiner un équipement. Après, j'ai toujours trouvé le logement beaucoup plus passionnant. Donc, c'est une sorte d'appétence aussi, quoi. Et vous avez répondu, dans vos réponses, vous évoquez un peu la question de l'appropriation habitante. Alors, Sophie Dolé, vous l'avez montré très bien dans le projet que vous avez présenté. Et je sais que c'est une question qui est importante pour vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en dehors de ce dispositif vraiment exemplaire que vous avez présenté? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour favoriser l'appropriation habitante? Est-ce que c'est un travail qui est spatial, comme celui que vous présentez? Est-ce qu'il y a un travail presque d'une enquête sociologique en amont à mettre en place? Quels sont les outils de l'architecte pour favoriser et penser l'appropriation habitante, voire même la notion, comment est-ce qu'un habitant peut apprivoiser une habitation et se l'approprier? Peut-être, Sophie, je vous laisse la parole. Oui, c'est vrai que je n'ai pas présenté les thématiques sur lesquelles on travaille, mais il y a la question de l'interprétation. Moi, j'aime bien penser qu'en fait, on propose une espèce de partition. Partition, c'est un mot qui parle vraiment du travail sur le logement, parce qu'on répartit les espaces. On donne une partition et qu'après, elle peut être interprétée de 1000 manières différentes, en fait. Moi, c'est pas que j'ai une confiance dans les habitants. Les habitants, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et finalement, je pense pas que l'imagination soit réservée aux architectes. Je pense que quand on voit les modes de vie, la manière dont les foyers se construisent, se déconstruisent, se reconstruisent, en fait, il y a énormément d'inventions qui sont faites et qui ne nous appartiennent pas à nous, architectes. Donc, j'essaye de faire en sorte que ça, ce soit possible. Alors, ça, quelque part, il y a un peu de choses, c'est-à-dire effectivement proposer des plans qui soient permissifs. Alors, je vous ai montré un peu celui de ce projet-là, mais il y a d'autres formes de plans. Et puis aussi, je crois que si on peut faire une petite surprise, être surprenant, avec un léger décalage finalement dans la proposition qu'on fait à l'habitant, et ben c'est une manière aussi pour lui de encore s'étonner du logement. Parce que quelque part, aujourd'hui, la production de logements est assez homogène. Et un habitant, quand il visite un logement, il sait que c'est là qu'il doit faire ci, c'est là qu'il doit faire ça, etc. Et en fait, dès qu'on change une toute petite donne, ben, c'est à l'habitant finalement de réinventer les choses. C'est très bruyant, j'espère que ça va. Il y a une image que je trouve très belle que vous avez utilisée, j'ai vue en préparant l'entretien, c'est le fait de mettre la table et de laisser l'habitant venir ou pas venir, mais de poser cette possibilité. Et, de mettre le couvert, oui. Mettre le couvert, pardon. Non, mais je dis mettre le couvert parce que je pense qu'en fait, c'est un peu comme ça que je vois mon métier, c'est-à-dire effectivement, nous, on dispose les choses. Après, on ne fait pas le repas, on ne fait pas la qualité des discussions, on ne fait pas, mais en même temps, vous savez, quand vous mettez la table, suivant que ce soit une table ronde, que ce soit une table super longue, que ce soit des tables basses, que ce soit... Mais en réalité, la soirée ne se passe pas tout à fait pareil. Donc, je pense que disposer les choses, ça a vraiment un impact important. Et après, mettre le couvert... je ne sais pas parce que je pense que vous vouliez terminer avec la petite citation, mais moi je voulais en parler aussi au sujet de René Char, j'en reparlerai tout à l'heure si vous voulez. Merci. Et vous, Suzanne Eliasson, cette question de l'appropriation habitante, et notamment dans le projet FAIR, comment est-ce qu'elle prend forme? Il y a la question de quelle capacité d'évolutivité on donne, ça c'est certain.
Voilà, Sophie, dans ton projet unité que tu as présenté, c'est très clair. Enfin, on voit là, c'est pas un plan libre non plus. C'est un plan qui est structuré, qui est relativement clairement défini, mais qui ouvre les possibles. Je pense que c'est, peut-être qu'on en reparlera un peu plus après de notre travail pour faire et 2 pièces, mais la réflexion sur 2 pièces, c'était exactement ça, c'est comment on travaille avec 2 pièces un peu égales, mais pour favoriser du coup une appropriation maximale. Après, je pense aussi que c'est sur la question de l'appropriation habitante, on a une partielle influence en tant qu'architecte, mais vraiment partielle, parce qu'on a la capacité de travailler comme ça sur certains projets. C'est très loin d'être tous les projets sur lesquels c'est réfléchi. On a une profession extrêmement paradoxale où ce qu'on construit, en tout cas sur le logement, ce qu'on construit en grande partie, ce pour qui on construit n'est pas celui qui habite, y compris chez beaucoup de bailleurs, quoi, ou quand on construit avec des promoteurs, oui, il y a des acquéreurs, mais il y a aussi il y a du produit investisseur, et puis celui qui arrive, on n'en entend jamais parler. Donc c'est quand même, c'est un peu un travail schizophrène, hein, comme idée de se dire et c'est regrettable aussi, je pense, mais c'est la réalité. Donc la question de l'appropriation aussi de tous les habitants, de tous les gens qui sont locataires, qui arrivent. Je pense qu'en vrai, il y a aussi beaucoup d'autres acteurs et d'autres systèmes qui favorisent l'appropriation. On peut parler des grands géants du mobilier ou des trucs de bricolage. Mine de rien, ils facilitent aussi une forme d'appropriation par les habitants qui est possible à faire quand on est dans un logement complètement générique. Parce que je pense que notre marge de manœuvre, elle reste, alors on peut pousser pour qu'elle soit plus forte, mais elle reste sur une toute petite partie, quoi, du patrimoine bâti. Merci beaucoup. Et Suzanne Eliasson, vous avez évoqué là à l'instant le projet faire sur les 2 pièces. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques éléments et revenir sur ce projet que vous avez mené dans l'agence que vous co-dirigez, Grao, avec Anthony James. Oui, alors c'est un projet qui nous tenait pas mal à cœur parce que c'est basé juste sur un constat de réalité. Nous, on habite à Paris, on n'est pas parisien d'origine, mais et à Paris, il y a 54,6% des ménages qui habitent dans un studio ou dans un T2. Donc la majorité des ménages parisiens habitent dans un petit logement. Et c'est quelque chose que l'on peut, qu'on peut critiquer, on peut dire que la plupart des gens aimeraient certainement habiter plus grand, mais c'est un fait qui est lié à la ville dense, c'est un fait qui n'est pas du tout particulier à Paris d'ailleurs, hein, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les grandes métropoles, et pour nous ça en fait un sujet déjà d'office qu'il faut regarder, et ce qu'on trouve regrettable, c'est que la question du petit logement, c'est dans la façon dont on procède aujourd'hui, quand on a un programme immobilier public ou privé, on a souvent une très grande diversité de typologies, ça c'est bien en soi, mais du coup le petit logement, c'est ce qui est assez facile à caser et qu'on a tendance à, surtout quand on est sur des parcelles un peu compliquées, comme dans des contextes urbains denses, qu'on peut avoir tendance à placer en dernier. Et quand on regarde la quantité des petits logements qui existent à Paris, que ce soit dans l'ancien, mais encore dans le neuf aujourd'hui, on est sur des typologies qui ne sont pas du tout optimisées, quoi, sur des assez grands logements par rapport à la façon dont on peut utiliser la surface, par des logements qui sont quasiment systématiquement prédéterminés dans le sens où il y a une très grande pièce et une plus petite, que la deuxième est souvent même commandée par la première. Enfin, tout est mis en place pour que ça fonctionne pour un couple avec un salon et une chambre. Et dans les faits, quand on regarde qui vit dans du petit logement, les 54,6% des ménages, il n'y a pas que des couples classiques. On a à Paris, par exemple, énormément de familles monoparentales, de gens qui se sont séparés et qui atterrissent dans un 2 pièces et qui ont vocation aujourd'hui à rester dans un 2 pièces. On a tout un tas en fait, il y a beaucoup de diversité d'habitants dans le petit logement.
Et du coup, c'est un sujet pour nous qui doit être, on doit le regarder en tant que tel déjà. Et je pense que, à la fois, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire, mais pourquoi on regarde le petit logement, il faut des plus grands logements, etc. Oui, c'est bien sûr qu'on veut tous peut-être des plus grands logements, mais enfin, d'ici à ce qu'on ait tous des grands logements à Paris, on peut attendre, je pense. Et en attendant, beaucoup de gens vivent dans du petit, sont restés confinés dans du petit, et donc on se pose la question de comment est-ce qu'on peut aussi optimiser le petit logement et favoriser la diversité dans le petit logement. Donc, c'était une étude qui est partie de là. On a regardé l'existant et on a émis quelques propositions, mais qui sont extrêmement ouvertes, quoi, sur une sorte de 2 pièces plus performant car offrant plus de liberté, avec l'idée notamment de 2 pièces complètement égales, par exemple, de 2 pièces qui ont un accès systématiquement indépendant depuis l'entrée, pour dire on peut être en colocation, on peut être en couple, on peut être avec un enfant, on peut à un moment donné vivre, habiter, travailler, on peut se remettre avec sa copine et louer même une deuxième chambre si on a besoin, si la situation évolue. Et de dire qu'on peut vivre très bien aussi dans un 2 pièces. Et puis un 2 pièces un tout petit peu plus petit que les normes qu'on fait aujourd'hui, et ça va dans le sens inverse du discours général d'aujourd'hui, mais nous, la question qui se pose quand même à travers tout le travail que l'on fait, c'est aussi le coût du logement aujourd'hui. C'est très, très cher de se loger. Donc, un bon 2 pièces optimisé où où toutes les surfaces sont utilisables à valeur égale, disons, plus petit, je pense, sera à la fois moins cher et peut-être plus appropriable qu'un plus grand logement mal fichu, quoi. C'est aussi questionner cette phrase qui a beaucoup marqué, je pense, les architectes et les étudiants en architecture sur un grand logement est un bon logement. Et donc, vous aviez d'ailleurs publié un texte aussi pour le pavillon de l'Arsenal l'année dernière pendant le confinement, en questionnant aussi ce sujet de la surface, qui est aujourd'hui un des critères, on va dire, dominants tous les autres, et voire écrasant tous les autres. C'était très intéressant par rapport au discours ambiant sur qui se limitait beaucoup à la taille de l'habitation. C'est un sujet, la taille, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il y a tellement de sujets sur le logement aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont mal faites, notamment sur la production privée du logement en France, que c'est trop facile, je pense, aujourd'hui, de se focaliser sur la taille et on évacue d'autres sujets. Et ça, je pense que c'est dommage parce qu'il n'y a vraiment pas que la taille à regarder. Je vous en prie, Sophie. Oui, je suis totalement d'accord avec Suzanne, d'autant que je pense que, en fait, un logement, il peut être petit, mais s'il tisse des liens, il peut être tout petit et tisser des liens avec les voisins, avec le quartier, avec un panorama. En fait, un logement, c'est aussi être en relation. Et en fait, si on le pense uniquement entre ces quatre murs, entre ces 4 façades, on qualifie uniquement par sa surface habitable. Mais en réalité, être en connexion avec un quartier, être en connexion avec son voisin, pouvoir mutualiser comme dans le projet de Suzanne avec sa grande allée collective. En fait, on habite beaucoup plus que le logement. Donc, ça peut être plus petit s'il y a des liens de plus grande qualité, en fait, je pense aussi. C'est sûr. Et ça m'amène à une autre question qui est assez importante, il me semble, Sophie Delay, dans votre travail, c'est la notion de partage et de partager. Et donc, partager, comme vous le soulignez très justement, c'est aussi bien rassembler que séparer. Alors, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous abordez cette notion dans la conception de l'espace habité. Oui, partager, c'est partager un gâteau, c'est le découper, et en même temps, le partager, c'est le manger tous ensemble. Donc, c'est un peu cet équilibre qu'on a, qui se pose vraiment dans la question de l'habitat, je pense. Souvent, on pose la question, mais alors, parlez-nous des espaces partagés, etc. Et en fait, moi, je suis assez convaincue que la question du partage, elle ne se limite pas à la question des espaces partagés entre habitants. Elle ne se limite pas à l'échelle de l'immeuble. Mais elle existe déjà dans le logement.
en fait, qu'est-ce qu'on partage comme espace ensemble? Quelle forme d'autonomie on peut avoir? Quelle forme de connexion avec les autres on peut avoir? En fait, moi, je pense qu'il y a une condition indispensable à ce que ces liens se passent bien et à ce que ce partage puisse se faire, c'est que chacun puisse être aussi en totale autonomie et en totale intimité. Quelque part, la vie collective, elle est possible à partir du moment où l'intimité, elle est résolue, protégée, magnifiée. Et parce que justement, on est seul, on est bien quand on est seul, ben alors on a toutes les possibilités finalement d'être à la rencontre, voilà, avec l'autre de sa famille, de son foyer, mais aussi l'autre, le voisin, l'autre dans la ville, etc. Donc les conditions d'intimité, elles sont importantes, mais elles sont intéressantes que si elles sont la possibilité d'ouvrir vers une possibilité de connexion aux autres. Voilà, donc ça se passe vraiment à plein d'échelles, en fait, qui s'emboîtent un peu comme des poupées russes, les unes avec les autres. Et est-ce que cette question et les autres qu'on a abordées avant, est-ce que l'une et l'autre, vous les avez vues vaciller avec le confinement? Est-ce que ce soit en échangeant, je ne sais pas, avec des habitants des logements que vous avez construits ou vous-même en tant qu'habitante, ou qu'a fait le confinement à votre manière de penser et de concevoir les habitations et au principe, comme là, l'appropriation, le partage et autres, et au principe que vous défendez? Est-ce que le confinement a ébranlé certaines choses ou est-ce qu'au contraire, ça a renforcé les intuitions que vous aviez? Peut-être, Sophie, comme vous aviez la parole, si vous voulez rebondir. Ouais, bah moi, ça a été plutôt un renforcement, en fait, puisque finalement, pendant le confinement, tous les programmes, tous les usages urbains se sont retrouvés dans le logement. Donc, on a fait l'école, on a travaillé, voilà, toute la ville est rentrée dans le logement. Et finalement, c'est vrai, avoir des logements qui soient un peu permissifs, qui soient pas trop, qui soient un peu dénormés, justement, permettent quand même de trouver les chaussures à son pied. Moi, la semaine dernière, je suis retournée justement dans le projet que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai rencontré les habitants et il y a une habitante qui s'était fait derrière le rideau, là, elle s'était fait son petit coin de télétravail. Elle dit c'est génial parce que j'ai pas besoin de plus que ça. J'ai mis 70 cm de rangement, là, j'ai ma petite tablette à la main, j'ai la fenêtre, j'ai la vue toute la journée. Je peux fermer parce qu'elle fait ça dans la partie qu'elle a appelée séjour, donc je peux fermer si je veux pas l'embêter. Mais c'est ça, mais ça pourrait être aussi un autre programme qui viendrait s'insérer. Moi, je ne sais pas s'il faut prévoir des espaces pour le télétravail non plus. Il faut prévoir que tout puisse arriver, en fait, je pense. C'est une belle phrase. Il faut prévoir que tout puisse arriver. Et vous, Suzanne, parce qu'en plus, j'ai vu que vous étiez en plus au comité scientifique post-Covid de Bruxelles. Donc, j'imagine que ça aussi, ça aiguise votre regard sur ce qu'a fait la Covid à la manière dont on pense les logements. Oui, non, enfin, je pense que ça, enfin, un peu comme Sophie, ça nous a plutôt conforté peut-être dans les idées qu'on avait sur le logement et sur l'enjeu aussi de se focaliser sur la qualité du logement et notamment de l'espace intime. Alors, quand on dit l'espace intime, c'est l'espace qui est à chaque unité, entre guillemets, chaque petite micro-société, mais ça ne veut pas dire que c'est un espace fermé, qui peut être complètement ouvert justement sur la ville. Mais l'enjeu de se focaliser là-dessus, parce que c'est vrai que, faut quand même pas faut pas avoir de faux espoirs. On parle beaucoup de communs ces derniers temps, mais même avant le Covid, c'est quand même beaucoup une excuse pour finalement pour pas trop s'intéresser à la qualité du logement. Et puis on a créé un local commun et c'est génial et c'est super. Et puis bon, voilà, ça résout pas tout et ça remplace pas tout. Donc et c'est vrai qu'on est revenu un peu dans l'intérieur du logement, dans les besoins qui se posent aux gens comme discussion. Après, moi,
sur les acteurs qui produisent vraiment, là, on est architecte, on produit, mais au service de quelqu'un, sur les acteurs qui ont vraiment la main sur la production, je trouve maintenant, ça fait bientôt 1 an et demi que le confinement a commencé. On a eu beaucoup de beaux discours, et puis au final, moi, sur les projets qu'on suit en tant qu'urbaniste et tout ça, il y a quand même peu de remise en question. Globalement, quoi. Enfin, c'est peut-être un discours un peu pessimiste que je tiens comme ça, mais je trouve qu'il y a peu de remise en question. Après, ce que nous, effectivement, moi, j'étais dans le comité scientifique pour le logement qui a été mis en place c'est la région de Bruxelles-Capitale qui l'a mis en place. Alors, ils l'ont fait dans un contexte où déjà, depuis un certain temps, ils avaient identifié le logement comme un sujet un peu majeur sur Bruxelles, sur lequel ils ont un focal un peu plus important. Et donc, ils ont créé ce comité en juin l'année dernière. Donc, c'était tout juste en sortant du premier confinement. On était quand même encore en plein Covid. On a travaillé tout l'automne là sur un rapport de recommandations donc, qui ont été faites dans le contexte complètement en plein dans la pandémie. Mais c'était d'autant plus intéressant parce qu'on a vraiment pu... alors, on a échangé avec tous les acteurs du logement à Bruxelles et on a eu beaucoup de retours. Ce qu'on a ressenti, nous, à partir de toute la matière qu'on a eue au sein du comité, c'est que ce qui a vraiment manqué pour les gens, mais c'est ce qui m'a manqué à moi aussi, hein, c'est tout type de relations que l'on a à travers le logement et à différentes échelles, quoi, au sein d'un immeuble, dans une cour extérieure, avec son environnement immédiat à l'extérieur, mais y compris certaines relations à l'intérieur du logement, parce qu'étant tous au même endroit, au même moment, pas d'air, etc., à devoir réinventer tous les usages, les relations dans l'environnement familial ont aussi été compliquées, ont manqué. Et donc, beaucoup des recommandations que l'on a pu faire, elles sont vraiment plus liées à ces différentes relations, à toutes ces différentes échelles. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de débats aussi sur la question de la surface des logements, de quelles normes on impose. En Belgique, à Bruxelles, la taille du salon est dimensionnée en fonction de la taille du logement, etc. Il y a tout un tas de règles qui sont pas fondamentalement remises en question, mais qui ont été quand même beaucoup discutées. Et je trouve que ce qui ressort, mais Sophie, tu l'as très bien dit, ce qui compte, c'est d'avoir un logement adaptable, quoi. Et pour s'adapter à tout ce qui peut arriver et tout ce qu'on ne peut pas prévoir aussi, parce qu'on n'avait pas prévu ce qui nous est tombé dessus l'année dernière quand même. Non, c'est sûr. Alors, j'aimerais juste dire, parce que je vois qu'il est quasiment 19h, à nos auditeurs et auditrices de ne pas hésiter à poser des questions, qu'on ait le temps d'y répondre. Et en attendant vos questions, et pour rebondir sur ce que vous disiez, Suzanne, vous avez un peu évoqué le contexte réglementaire et politique qui n'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais savoir quel regard est-ce que vous portez, plus précisément, et revenir sur ce contexte politique, financier et réglementaire actuel de la production de logements, et notamment avec un contexte relativement proche de loi Elan et autres. Et quels sont les leviers pour vous à activer et les freins à contourner, et comment on contourne les freins? La stratégie du contournement. Peut-être, Sophie, c'est pas une question évidente. Mais chaque projet a sa stratégie, hein. Il y a la stratégie du crabe parfois. Non, mais là, justement, je parlais de ça tout à l'heure sur l'idée de travailler. Mais même, enfin, c'est une stratégie de conception aussi, hein, de pouvoir se dire, voilà, je vais travailler sur la pièce, je vais arrêter de travailler sur le logement. Et puis, cette pièce, c'est super parce qu'une fois qu'on l'a bien réglée, elle répond à plein de contraintes, de normes, d'accessibilité PMR. Enfin, quelque part, il y a plein de questions qu'on se pose qui sont résolues. Ça, c'est résolu. Par contre, après, on se crée nous-mêmes plein d'autres complexités et des problèmes qui ne nous étaient pas du tout posés, auxquels on répond. Mais
Moi, je pense que la manière dont on rentre dans un projet comprend tout ça, en fait. L'idée que les contraintes sont diverses, multiples, variées et nombreuses, très, très nombreuses, et que le seul moyen de pouvoir sortir et de ne pas être enseveli par tout ça, c'est d'avoir une stratégie qui est généreuse à la fois pour l'intimité, pour le partage, pour la petite et la grande échelle, enfin tout ce dont on parle là en fait, hein, sur cette condition de confort et en même temps de relation à la ville, des relations à ses voisins. Il n'y a pas d'autre solution que de trouver d'autres angles d'attaque. Merci beaucoup. Et vous, Suzanne, vos stratégies de contournement, de détournement, les leviers que vous avez pu identifier par rapport à une réglementation et voilà, un contexte qui parfois est pas évident, pardon. Non, on connaît tous les problèmes un peu qui existent sur la réglementation, les normes et tout ça, mais ça, je pense que ça, c'est pas nécessairement... Je pense qu'en France, avec les normes qu'on a aujourd'hui, même si je dis souvent l'inverse, hein, dans le quotidien, on peut quand même aussi, on est en capacité de produire on peut produire des bons logements. Enfin, voilà, on a des exemples. Hein. Donc, c'est pas, c'est peut-être plus difficile, etc., mais on a les moyens. Non, je pense que y a plutôt pour nous, il y a des sujets, mais ça va peut-être plus dans le travail un peu plus large que l'on a aussi sur la question du logement et à l'échelle urbaine. Il y a il y a quelques sujets pour moi qui sont importants et qu'on essaye d'évoquer un peu au quotidien avec les acteurs, les opérateurs, les collectivités avec lesquelles on travaille, qui pour nous doivent devenir des vrais sujets et qui le sont partiellement. Un problème, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fait que cette espèce de culture du logement en France où on construit juste pour investir, qui est quand même absolument horrible, quoi. Et qui fait qu'on construit souvent pas pour celui qui habite. Et ça produit pour moi des situations qui sont complètement absurdes, quoi. Et ça, c'est un vrai problème et duquel je pense qu'il faut arriver à en sortir à un moment donné. Autre enjeu, et ça, on en parle au quotidien, c'est la question de la gestion des projets dans le temps. C'est-à-dire qu'encore une fois, en tant qu'architecte, on a un budget, on construit, et même en termes sur l'espace public, quoi. Et personne ne veut regarder la question de la gestion. Alors, ça peut être sur un matériau de façade qui mériterait d'être repeint tous les X ans, comme la gestion d'un paysage commun. Enfin, à un moment donné, on est dans une logique aujourd'hui de plus en plus dans la société de prendre soin des choses. On dit qu'il faut rafistoler ses vêtements, etc. Mais personne ne parle. Beaucoup en tout cas les opérateurs, etc., évacuent complètement l'idée de la gestion. On veut construire un truc robuste pour que ce soit fait et après c'est terminé, l'investissement. Or, ça c'est complètement absurde aussi. Et la question de la gestion, si on veut avoir plus d'espace de partage aussi, si on veut que ça fonctionne, la question de la gestion, elle est fondamentale et on n'échappera pas à ça. Donc ça, c'est un enjeu. Et après, troisième problème pour nous qu'on aborde beaucoup aujourd'hui dans les différents projets, c'est cette idée on a l'impression qu'on innove ces derniers temps un peu dans le logement avec les exemples de co-living, etc. et tout ça. Mais par exemple, en France, à l'inverse d'Allemagne, où on a par exemple les BAO groupes, etc., le co-living, c'est quand même souvent, on rassemble des gens qui sont tous pareils dans des conditions qui sont essentiellement souvent juste des petites unités les unes à côté des autres, et puis on appelle ça du co-living. Et si bien qu'on finit par avoir, nous, dans les opérations urbaines où on travaille, on a un immeuble de logement étudiant à côté d'un immeuble de logement jeune actif, à côté d'un immeuble de logement senior, et on est dans une espèce de spécification du logement en fonction des publics, qui, je pense, est aussi un problème, d'arriver à avoir une vraie mixité des publics dans les immeubles. Ça, c'est un enjeu aussi pour nous extrêmement important. Merci beaucoup, Suzanne. Alors, je vois qu'il y a deux questions des auditeurs, que je vais peut-être vous poser. La première de Mohamed Adelswami. Bonjour, qu'est-ce que le confinement nous a fait découvrir sur les qualités que devrait avoir notre environnement habitable, qu'en réalité on ne connaissait pas avant, mais qu'on faisait fi de ne pas voir par priorité économique et politique? Peut-être que je pose aussi la deuxième question et que
qui laisse le temps de réfléchir à la première. Répondu, ouais. Et je pense que vous y avez en effet répondu. De Hugo et Louis, étudiants à l'école d'architecture de Nantes. Bonjour, une question peut-être plus pour Sophie Delay. J'aurais voulu comprendre un peu votre rapport au mobilier comme stratégie d'appropriation. Vos projets, et particulièrement Unité Plus, se situent presque au milieu d'un trait qu'on pourrait tirer entre Éric Lapierre et sa maison pour le collectionneur par exemple, et Nostop City d'Archizoom, que vous mettez en référence pour vos motifs, si je me souviens bien. Or, ces deux références donnent une place très importante au mobilier et à l'ameublement, alors que finalement, vous semblez évacuer la question en faisant disparaître les meubles ou au moins les rangements dans les murs et donc dans l'architecture elle-même. En ce sens, vos images sont assez parlantes, comme celle de Lapierre, où finalement le logement est toujours vu vide. Je me demande si cette évacuation de la question de l'ameublement par l'individu est un choix de conception ou une liberté laissée volontairement. Merci. C'est un peu les deux, c'est un choix de conception et une liberté donnée volontairement. Nous, on fait un travail on retourne sur nos projets 2 ans après qu'ils aient été livrés, parce qu'on est plein de questions, on a envie de voir comment ça a été approprié, et on fait des petits relevés, on a des petits dessins comme ça qui dessinent vraiment l'ensemble du mobilier de tout le logement. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse justement. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on teste un peu les manières. Donc, le mobilier peuvent prendre leur place pour que l'ergonomie entre guillemets de l'espace soit correcte. Mais après, en fait, c'est jamais meublé comme on l'a dessiné. On le sait très bien. Voilà, on se dit, bon, on pourrait faire ci comme ça, etc. Puis après, il y a des choses super étonnantes. C'est assez joli. Je vous parlais du petit bureau, etc. Après, les rangements, la question du rangement dans le logement, c'est quand même un sujet. On ne sait pas, des fois on propose des celliers, des fois on propose des rangements que dans les chambres, des fois on a un méga hall d'entrée qui n'est pas un hall d'entrée mais qui a un méga dressing. Enfin, la question du rangement, elle est à cheval entre le mobilier et la partition spatiale. Donc c'est vrai que le rangement, parfois c'est un outil, un outil de conception. Donc qu'on fait basculer côté architecture plutôt que côté mobilier. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez dit au tout début, est-ce que c'est pas un critère de vitalité, le fait que les logements ne soient pas meublés comme vous l'aviez imaginé? Finalement, c'est qu'ils sont meublables de plein de manières différentes par rapport à certains logements produits où finalement il est impossible de mettre un lit de manière différente dans une pièce et que la chambre est forcément à tel endroit. Et finalement, on pourrait presque dire que c'est un critère de vitalité, cette question de l'ameublement. Oui, mais c'est vrai que par exemple, le fait que nos pièces soient carrées et pas rectangulaires, c'est pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on peut mettre le lit de 3, voire 4 manières différentes et que c'est pas l'idée qu'on puisse mettre le lit de 3 ou 4 manières différentes, c'est que si déjà on peut faire ça, on sait qu'en fait, ça veut dire que la pièce, elle est hyper flexible et que... Voilà. Puis après, les raisons qui font que quelqu'un met le fauteuil à tel endroit, etc. Enfin, je veux dire, ça, c'est tellement des fois surprenant que moi, j'aime bien l'idée qu'on vérifie qu'il y ait plein de choses possibles, mais que ce ne sera probablement pas ça qui arrivera, quoi. C'est pas... Et j'ai une autre question sur la page Facebook que je vais vous lire. Merci pour la conférence. J'ai une question concernant la pièce et plus précisément la chambre à soie de Virginia Woolf, mais mis en relation aux 74 mètres carrés mentionnés dans le texte de Suzanne Eliasson pour le pavillon de l'Arsenal. La pièce peut être plus souvent la chambre, doit être réduite, voire modifiée. Je me demande donc si la pièce permet une égalité dans le logement et si dans une volonté de s'adapter aux coûts économiques et environnementaux, elle ne devrait pas être elle ne devrait pas être dessinée automatiquement. Je sais pas, moi, j'ai pas tout saisi. Je sais pas si vous avez, si Suzanne. J'ai pas compris. Peut-être la seule compréhension que je pourrais avoir, c'est en référence aussi à oui, et même à Riken Yamamoto, au schéma que Sophie tu montrais, ou à l'idée de
de la pièce comme unité de base peut-être. Enfin, en tout cas, dans la référence à 74 mètres carrés, je comprends l'enjeu écologique et peut-être l'idée de dire est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui travailler sur l'échelle de la pièce plus que sur l'échelle du logement qui classiquement est pensé pour une cellule familiale un peu type souvent et que dans le monde dans lequel on vit, peut-être que c'est l'échelle de la pièce qui doit mieux dimensionner les choses. Mais je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Moi, il y a une question qui me semble importante et je vois que le temps file et que j'aurais aimé vous poser. Je l'ai dit au début de la présentation, vous êtes toutes les deux enseignantes et la question du projet d'habitation est une question souvent centrale dans le parcours des étudiants et des étudiantes. Et j'aurais aimé savoir comment enseigne-t-on le projet d'habitation? Quels sont les outils, les dispositifs pédagogiques que vous mettez en place et qu'est-ce qui vous semble essentiel? Peut-être Suzanne, si tu souhaites rebondir dessus. Oui, alors moi j'enseigne en bachelor master, mais donc des années un peu plus... ils ont déjà quelques années d'études, mais je travaille principalement sur le logement. Et toujours sur le lien du coup entre le logement comme espace habité et la ville. Par exemple, j'ai le studio du semestre dernier que j'ai fait en Allemagne, c'était sur le 4 pièces. C'est la typologie la plus courante en Allemagne et on a travaillé à la fois sur l'intérieur de la cellule, qu'est-ce que peut être un 4 pièces aujourd'hui qui répond aux besoins du plus grand nombre, c'est-à-dire qui sort un peu de la master bedroom et des 2 chambres pour enfants et du salon. Donc, qu'est-ce qu'on peut travailler comme cellule, un peu comme nouveau standard, entre guillemets. Et après, on a travaillé sur différentes façons dont cette unité s'assemble pour produire de la ville et comment, du coup, la relation entre le logement, entre l'unité de base change en fonction de l'environnement urbain que l'on produit. Donc, j'essaye méthodologiquement de travailler vraiment la question de la cellule, et des questions qui se posent sur les modes d'habiter plus contemporains, comment ça doit influencer le logement, et en même temps toujours sur cette relation à la ville. Après, je trouve que c'est une question qui est très difficile à travailler avec des étudiants, parce qu'on s'aperçoit que, en fait, en tout cas, pour ce qui est de mes étudiants, qui pensent le logement de façon beaucoup plus classique peut-être que ce l'on pourrait penser d'une plus jeune génération que nous. Alors, c'était assez rigolo parce que j'étais la semaine dernière à Genève pour un jury à la Ed School, qui est sur un studio qui est dirigé par Lynn Fontana. Il travaille sur le logement. Et elle faisait une remarque très intéressante, c'est qu'elle disait qu'en fait, en réalité, quand on est étudiant en architecture, on est entre 18 et 23 ans en moyenne, finalement, on a assez peu pratiqué le logement en tant que... Enfin, on a habité chez ses parents, puis peut-être en chambre étudiante. Et en fait, on a assez peu pratiqué le logement autrement qu'en habitant chez quelqu'un. C'est chez soi, mais on est quand même chez quelqu'un. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui demande aussi de le pratiquer un peu assez fortement pour pouvoir sortir un peu des codes classiques. Donc, c'est un peu la difficulté. C'est essentiel, mais c'est quand même compliqué à traiter. Merci beaucoup. Et vous, Sophie, alors, comment Moi, oui, c'est un peu le même constat que je fais. Nous, alors moi, j'enseigne avec Raphaël Ondelat à l'école de Versailles et on a un master qui s'appelle Étrange-étranger, où chaque année, on va à la rencontre d'une nouvelle métropole, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on s'intéresse non seulement à cette métropole, ce qu'elle a de singulier, de caractéristique, mais aussi au mode de vie qui en découle. Et donc, c'est un peu cette interaction dont je parlais tout à l'heure entre la question très petite et très domestique du logement et puis de ce que ça peut fabriquer dans la dimension de la métropole. Et donc, on vient tirer ce fil qui, pour moi, vraiment qualifie la qualité de l'habitat. C'est à la fois la grande dimension et la ville, et puis la question du quotidien, des usages, des modes de vie, etc. Donc, quelque part, nous, on se sort du terrain habituel qui est notre quotidien en France, etc. Donc, on va à la rencontre de métropoles étrangères pour
mettre au jour ce travail-là, en fait, de la responsabilité aussi du logement dans la fabrication de la ville. Voilà, donc on se met dans un contexte nouveau, en fait, on les met aussi dans un contexte nouveau. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une question qu'on n'aura pas le temps d'aborder ce soir, mais qui est assez présente dans vos deux présentations et peut-être particulièrement dans votre travail, Sophie Delay, c'est la question du corps. Et vous l'avez dit un peu quand vous avez parlé de l'épaisseur. Et là, je pense, quand vous parlez du projet avec Raphaël Ondelat, on a l'impression aussi que le corps, c'est ce qui fait le lien entre l'espace du logement, l'espace de la ville, du territoire, et que quelque part, c'est ce qui tisse cette interaction de l'espace domestique à la ville. Et je sais que Raphaël Ondelat a d'ailleurs un studio qui s'appelle Du corps au territoire, qui traite de ces questions. Je vois qu'il y a de nombreuses questions assez longues. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de toutes les aborder. Je vais essayer d'en faire un résumé rapide et je vous laisserai peut-être répondre l'une et l'autre à ce qui vous fait réagir. Une première question de Jules Valentin sur la question de l'indétermination en architecture. Ce thème est apparu en musique aux États-Unis, mobiliser des compositeurs comme John Cage, Feldman et d'autres. Voici ma question. Est-ce que vous connaissez ces compositeurs? Est-ce que leur recherche sur l'ouverture et la liberté d'interprétation vous a inspiré? De manière plus générale, est-ce que vous vous inspirez de la musique, de ces modes de composition ou d'autres arts? Merci. Et une autre question, et je la pose en même temps, et je vous laisse réagir peut-être sur ce qui vous semble, ce qui fait écho à votre travail. De Maëlys Charmont. Bonsoir, je suis étudiante à Clermont-Ferrand. Mon sujet de mémoire tourne autour de l'appropriation habitante et j'aurais une question pour Sophie Delay. Vous dites qu'un changement dans la conception est nécessaire pour que la production architecturale évolue. J'ai cru comprendre que la participation des habitants a servi lors du dessin des espaces extérieurs pour le projet de Dijon. Comment cela s'est-il mis en place? Quel est votre avis sur la participation habitante dans la conception? Merci beaucoup. Sophie, beaucoup de choses. Nommément citée, je vous laisse peut-être réagir et puis ensuite Suzanne avant qu'on clôt cet échange. Oui, moi je connais effectivement la musique répétitive américaine que j'adore, mais quelque part je suis plus encore intéressée par des travaux d'artistes. Je pense par exemple à Sol Lewitt, tous les one paintings où en fait il donne vraiment un protocole assez... Parce que quand même, quand on est architecte, on pense, mais on ne fabrique pas les logements. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans les logements, mais on ne les fait pas. Voilà, un artiste n'a pas cet intermédiaire. On les fait réaliser. Et je trouve que Sol Lewitt, il fait un travail extraordinaire justement d'interprétation des gens de son atelier qui vont peindre son tableau, qui fera que son tableau sera toujours différemment interprété, malgré le fait que ce soit toujours une œuvre de Sol Lewitt. Donc, je peux être intéressée par des gens comme ça, en tout cas qui interrogent le protocole de la méthode. Ou je peux être intéressée aussi par, je sais pas, Raymond Queneau, par exemple, dans l'Oulipo, quand il fabrique 1000 milliards de poèmes à partir de versets qu'il a écrits. Vous connaissez sûrement ce livre, hein, mais où le lecteur, en fait, il compose lui-même un poème, mais qui est fait à partir de ces vers. Donc, il y a une forme de liberté et de protocole, de dialogue entre Queneau et le lecteur. Et sur la participation, non, il n'y a pas eu de participation avec les habitants à Dijon. En revanche, là, justement, je suis très heureuse parce qu'on commence ça fait un petit moment, ça a commencé pendant le confinement, mais je commence à travailler sur un petit projet d'habitat participatif à Montreuil. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ils vont pouvoir contaminer le projet. En fait, on fait ça un peu comme une recherche. On essaye de voir jusqu'où ils peuvent prendre la main sur les décisions. Et quand justement nous, on doit dire là, au contraire, non, ça c'est d'intérêt collectif, c'est quelque chose qui vous dépasse, voilà, qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous? Quelles sont les décisions que l'architecte se réserve et quelles sont les décisions que les habitants se réservent aussi? Ça, c'est voilà, pour prolonger toutes les questions que je me pose sur les projets, c'est une autre manière de rentrer dans ce sujet, je trouve. Merci beaucoup, Suzanne. Je vous laisse la parole peut-être pour réagir notamment sur la musique. Sur la musique et la Oui.
Non, je connais les compositeurs, mais en fait, moi j'ai étudié 1 an à Chicago et j'avais d'ailleurs un prof là-bas qui s'appelle David Brown, qui a écrit un livre sur cette question de l'architecture et le jazz et l'improvisation. Notamment, il parle d'ailleurs, je crois, de John Cage. Et il nous avait beaucoup parlé de ça à l'époque, ça date maintenant. Donc, je vois bien, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui... non, je pense, pour moi, c'est pas quelque chose du tout que en tout cas consciemment, qui m'inspire. D'ailleurs, je trouve presque bizarre de parler d'inspiration dans le travail qu'on fait, parce que oui, c'est à la fois de l'inspiration, mais c'est quelque chose d'extrêmement aussi, je pense, c'est un travail, quoi, et moins une inspiration pour nous. Non, sur les modes, d'autres modes d'art, moi, je suis beaucoup plus, je pense, fascinée par la littérature et par la façon dont même, je lis beaucoup, et sur la façon dont un livre, d'ailleurs, je lis beaucoup de littérature, un peu moins de littérature française, beaucoup de littérature américaine, et sur la façon dont on peut, dont un livre dans la durée constitue un peu une continuité, et en même temps de comment on peut fragmenter l'œuvre dans le temps. Et je trouve que je pense que dans la façon dont se projeter dans le logement aussi, cette idée d'un moment donné, c'est quand même une histoire cohérente qu'on doit arriver à raconter, mais qui est fait d'une quantité de fragments. Je retrouve ça beaucoup plus dans la littérature, parce que c'est aussi, voilà, ce que j'aime. J'aime lire peut-être plus qu'écouter la musique. Merci beaucoup. Alors, j'ai proposé à Suzanne Eliasson et à Sophie Delay, pour terminer cette rencontre, je vous ai proposé de choisir un extrait de texte qui vous a marqué, qui fait écho aux questions qu'on aborde. Et je trouve que c'est une manière un peu douce de se quitter. Et donc, Suzanne, peut-être comme vous avez la parole, peut-être que je vous laisse nous lire cet extrait que vous avez choisi. Oui, alors peut-être pour le contextualiser très rapidement, c'est un petit extrait d'un texte de Philippe Ursprung, qui est architecte qui était dean à ETH à Zurich, et il est extrait du livre Qualities of Inhabiting, qui a été réalisé à partir du travail du studio d'Anne Lacaton à ETH. Et c'est un petit texte dans lequel il parle de la canicule à Zurich de juin 2019, et où il raconte comment, pour la première fois à Zurich, il gardait les volets fermés pendant la journée. Donc, j'ai fait une traduction totalement libre, parce que le texte est en anglais, donc je vais lire la traduction personnelle, mais ce n'est pas une traduction conforme. Depuis un demi-siècle, le luxe est synonyme de surplus d'espace. Le loft vide, la hauteur sous plafond, la grande terrasse étant le symbole même de la richesse. Cela est en train de changer. Le luxe, je dirais, sera bientôt des températures intérieures modérées, le refroidissement nocturne et la circulation de l'air. Tant que l'énergie est pratiquement gratuite ou très bon marché, la température modérée reste facile à produire. Dès que l'énergie deviendra plus chère, les températures ambiantes modérées deviendront la nouvelle devise. Merci, c'est très ramien. C'est vrai on aurait pu parler aussi de cette question des météorologies de l'habitation une prochaine fois. Merci beaucoup, Suzanne, pour ce bel extrait. Sophie, je vous laisse la parole. Oui, alors moi, c'est plutôt une citation, en fait. Quand j'ai entendu court, j'ai fait très court, vous allez voir. Donc, c'est une citation de René Char, qui, dans Les Feuillets d'hypnose, qu'il a écrit pendant la Résistance, en fait, a dit ceci que je trouve très beau. En l'occurrence, c'est une petite citation que je traîne depuis 20 ans, puisqu'elle faisait partie de mon diplôme, et ça reste toujours quelque chose qui est vivant, en fait. Régulièrement, je retombe sur cette citation, et ça m'inspire, ça me questionne. Donc, c'est celle-ci. À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. Donc, ça parle effectivement de mettre le couvert, qui serait un peu ce qu'on a à faire. Et puis aussi,
souvent, en fait, quand on fait un peu des pas de côté en tant qu'architecte, on nous retourne, les maîtres d'ouvrage, on nous retourne, mais ça ne marche pas, ça n'arrive jamais, ils n'utilisent pas comme ça. Et à chaque fois, je dis, ça ne marche pas, mais si ça marche pas si ça marche une fois par an, par exemple, si en fait, dans votre T2, vous pouvez accueillir votre Noël familial avec 25 personnes, alors que dans un T2 normal, vous ne pouvez pas le faire, et bien en fait, ce moment exceptionnel, c'est lui qui va transformer tous les autres jours de l'année, en fait, puisque c'est le logement dans lequel vous avez pu vivre ça. Et le logement, c'est aussi tout ça, toute cette superposition d'histoire, d'exception, en fait, d'exceptionnel. Donc, ce n'est pas que du quotidien. Et donc, accepter ou attendre l'imprévisible, en tout cas, essayer de le laisser possible, c'est important. Je pense que c'est important de mettre le couvert et que ça marche ou ça marche pas, c'est pas une vraie question. Merci beaucoup, Sophie. C'est très, très, très beau et heureux de terminer avec ces notions. Merci encore, Suzanne. Merci, Sophie. C'était très intéressant de vous entendre. Je tiens à remercier, c'était donc la dernière des trois conférences. Donc, je remercie tous les intervenants. Léopold Merci, Lambert. Léa. Merci. Léopold Lambert, Stéphanie Dadour, Mathieu Mercuriali, Augustin Rosenstiel et Suzanne Eliasson et Sophie Delay. Merci à l'École d'architecture de Nantes de porter ce cycle. Merci à ceux qui nous soutiennent en termes de communication et de logistique, à Guillaume Hertot et à Camille Boisseau, Hélène Lebon et Marjorie Réau. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux auditeurs. Et grâce au travail de Guillaume Hertot, on pourra revoir ces conférences sur YouTube très prochainement. Merci encore et bonne soirée. Salut Suzanne. Yeah. Merci. C'était un plaisir.